Alors, dossier numéro 4, un dossier qui traite du reflux gastro-œsophagien principalement, une pathologie extrêmement fréquente chez le nourrisson dont nous allons un peu parler. Alors d'abord, des petites choses essentielles à connaître. Question numéro 1, pourquoi est-ce qu'on administre de la vitamine D? Comment s'administre-t-elle? À quelle fréquence et jusqu'à quand? Eh bien, on administre de la vitamine D chez l'enfant pour prévenir le rachitisme vitamino-carentiel. En deux mots, le rachitisme vitamino-carentiel, eh bien, c'est une déminéralisation, c'est un défaut de minéralisation osseuse de l'os en croissance. Or, pour minéraliser mon os, j'ai besoin de calcium. Donc, le rachitisme peut être secondaire à n'importe quelle pathologie qui va toucher le métabolisme phosphocalcique. La vitamine D sert à absorber le calcium. Donc, si je n'ai pas assez de vitamine D, je n'absorbe pas le calcium et j'aurai donc un défaut de minéralisation de mon os et donc un rachitisme. Or, la vitamine D, eh bien, elle est produite principalement par notre organisme au contact du soleil. Mais nous vivons dans une société dans laquelle nous n'avons pas assez de contact avec le soleil pour avoir un taux de vitamine D suffisant. Et donc, si nous n'avons pas une supplémentation per-os lorsque l'on est nourrisson de vitamine D, on n'absorbe pas assez le calcium et on a un rachitisme vitamino-carentiel. Donc, il existe une administration, une prophylaxie par la prise de vitamine D. Cette prophylaxie, eh bien, ces modalités, c'est une supplémentation qui est per-os, qui doit être tous les jours jusqu'à l'âge de 18 mois. En gros, 1200 unités jour pour les peaux blanches, 1600 unités jour pour les peaux pigmentées ou pour les patients qui auraient certains traitements, dont certains traitements antiépileptiques. Ça, c'est la première partie. Puis ensuite, de 18 mois jusqu'à 5 ans, eh bien, on va donner tous les 3 mois pendant les périodes peu ensoleillées une grosse prise de 100 000 unités en une fois. Et ceci, une fois tous les 3 mois. Et grosso modo, on donne 2 prises par an, donc pendant les périodes peu ensoleillées. Et ça, eh bien, on le reprend à la période pubertaire de l'âge de 10 ans à 18 ans. Donc ça, il faut vraiment connaître ça parce que c'est de la pratique quotidienne pour tout médecin généraliste ou pour tout pédiatre. Question numéro 2. Quand donne-t-on de la vitamine K au nouveau-né? Pourquoi? Comment s'administre-t-elle et jusqu'à quand? Eh bien, on donne de la vitamine K chez le nouveau-né exclusivement en cas d'allaitement maternel exclusif. Pourquoi? Eh bien, parce que le lait de femme n'en contient absolument pas. Et donc, il faut absolument assurer cette prophylaxie. Les modalités, eh bien, c'est per-os, c'est une fois par semaine seulement. Et on arrête lorsque l'allaitement maternel n'est plus exclusif et qu'il y a eu l'introduction d'au moins un biberon de lait artificiel. Dans ce dossier, Dominique ne doit plus avoir de vitamine K puisqu'il y a eu introduction de lait artificiel. Pourquoi le nouveau-né ne produit-il aucune vitamine K? Alors, il ne produit aucune vitamine K parce qu'il y a une immaturité encore de tous les enzymes hépatiques nécessaires à sa production. Question numéro 3. Quels éléments cliniques recherchez-vous en faveur du diagnostic de sténose du pylore? Eh bien, la sténose du pylore en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la sténose du pylore, c'est une maladie dans laquelle le pylore, je vous rappelle, le pylore, c'est le tuyau qui va de l'estomac au duodénum et qui est entouré eh bien, du muscle pylorique. Eh bien, cette zone-là, ce muscle va s'hypertrophier. Et si ce muscle s'hypertrophie, eh bien, il va y avoir une diminution de calibre de ce tuyau et donc une sténose du pylore. Cette maladie, eh bien, on ne naît jamais avec, impossible, mais elle apparaît au bout d'un intervalle libre. Donc à la naissance, il n'y a rien, et elle apparaît au bout d'un intervalle libre de quelques semaines. Quelle est sa principale conséquence? Eh bien, puisque la zone de passage du bol alimentaire entre l'estomac et le duodénum rétrécit progressivement, eh bien, le bol alimentaire va avoir du mal à passer de l'estomac au duodénum, et donc il va apparaître des vomissements. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut facilement retrouver l'ensemble des caractéristiques cliniques des vomissements et des signes cliniques qui vont orienter vers la sténose du pylore. Premièrement, eh bien, ce sont des vomissements qui sont des vomissements alimentaires. Ces vomissements alimentaires de l'écalier, eh bien, ils sont non bilieux. Très important de justifier devant des vomissements s'ils sont bilieux ou non bilieux, parce que des vomissements bilieux doivent orienter vers une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Donc ces vomissements alimentaires de l'écaillé, ils sont non bilieux. Et petite parenthèse, la bile, c'est vert et pas jaune.
D'accord? Les vomissements jaunes, c'est du suc gastrique, et ça n'est pas une urgence chirurgicale. Les vomissements verts, c'est de la bile, et c'est une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Donc des vomissements alimentaires, de l'écaillé non bilieux, qui évidemment ont lieu après le repas, donc qui sont post-prandiaux, qui sont faciles et angés, et puis ensuite, et qui ont des caractéristiques très propres. Eh bien, ils sont de plus en plus fréquents. Normal, la sténose apparaît progressivement, donc ils sont de plus en plus fréquents. Et deuxièmement, ils apparaissent après un intervalle libre après la naissance, puisqu'on l'a dit, on ne peut pas naître avec, donc obligatoirement les signes n'apparaîtront qu'avec un intervalle libre. Cet intervalle libre, il est de 3 semaines à 3 mois. Pour mémoire, dans l'invagination intestinale du nourrisson, qui n'a rien à voir avec cette pathologie, mais on parle aussi d'intervalle, cet intervalle c'est 2 mois, 2 ans. Dans la sténose du pylore, c'est 3 semaines, 3 mois. Dans l'invagination, 2 mois, 2 ans. Donc comme vous le voyez, ces pathologies n'ont rien à voir, mais en plus la sténose du pylore touche vraiment les tout petits, 3 semaines, 3 mois, tandis que l'invagination intestinale du nourrisson, elle touche le nourrisson entre 2 mois et 2 ans. Dans un dossier, si vous évoquez à la fois une sténose du pylore et à la fois une invagination intestinale du nourrisson, soit vous avez faux, soit c'est que votre enfant a entre 2 et 3 mois. Donc, ces deux pathologies n'ont rien à voir. Intervalle libre entre 3 semaines et 3 mois. Donc, voilà les caractéristiques des vomissements de la sténose du pylore. À côté de ça, eh bien, l'enfant voudrait manger, il a faim, mais il rejette tout, donc on a un enfant qui est affamé, et ça c'est une caractéristique sémiologique forte dans la sténose du pylore. Et puis effectivement, eh bien, si l'enfant n'arrive plus à faire passer du bol alimentaire, il peut y avoir une diminution et une perte de poids. D'un point de vue épidémiologique, eh bien, il peut y avoir des antécédents familiaux dans la fratrie, et il peut y avoir aussi, le fait que l'enfant soit un premier-né est un argument épidémiologique. Et enfin, à l'examen clinique, eh bien, on peut palper cette sténose du pylore, c'est ce qu'on appelle l'olive pylorique, c'est un signe pathognomonique, mais là encore, ce n'est pas le signe le plus important, parce que maintenant, on fait le diagnostic de sténose du pylore chez les patients bien avant qu'ils aient l'olive pylorique palpable. Donc c'est un signe à mettre, mais les signes les plus importants pour justifier, pour diagnostiquer une sténose du pylore, ce sont les caractéristiques des vomissements. Pourquoi le premier-né est-il plus à risque? Aucune explication physiopathologique. Par contre, ce sont des arguments épidémiologiques. Lorsqu'on reprend l'ensemble des sténoses du pylore, on voit qu'elles touchent plus fréquemment le premier-né que les enfants après. Mais par contre, je n'ai aucune explication physiologique ou physiopathologique expliquant ce phénomène. Alors, question numéro 4. Quel examen complémentaire permet de confirmer le diagnostic et comment montre-t-il? Eh bien, je suspecte une sténose du pylore, je vais devoir confirmer mon diagnostic et pour confirmer mon diagnostic, eh bien, je vais faire une échographie en urgence. Une échographie, abdominale. Que va me montrer cette échographie abdominale? Eh bien, pour comprendre ce que va me montrer l'échographie abdominale, il faut bien se souvenir que mon pylore et ma sténose du pylore, eh bien, et l'hypertrophie de mon muscle pylorique va avoir lieu dans les 3 sens de l'espace. Donc, voilà mon pylore, il va grossir dans ce sens, mais il va aussi grossir dans ce sens. En pratique, lorsque je vais faire une échographie abdominale, je vais donc voir plusieurs signes possibles. Premier signe, lorsque voici mon pylore, je fais une coupe comme ça, eh bien, je vais avoir ici la lumière pylorique et le canal pylorique entouré du muscle pylorique. Eh bien, 2 signes échographiques. Un, j'ai une augmentation du diamètre transverse du pylore, d'accord? Tout cela a augmenté. Et deuxième signe échographique, eh bien, cette augmentation du diamètre transverse du pylore est due à une augmentation de mon muscle pylorique, à une hypertrophie du pylore. Voilà les 2 premiers critères. Et puis, on a fait une coupe comme ça, mais si je fais une coupe comme cela, eh bien, j'ai une image de la sorte, avec ici le canal pylorique et ici le muscle pylorique. Eh bien, on a dit, ça augmente dans les 3 sens de l'espace, donc comme ça aussi, et donc j'ai un allongement de mon canal pylorique. Voici donc les 3 signes échographiques qui permettent de dire que j'ai une sténose du pylore: augmentation du diamètre transverse, augmentation du muscle pylorique, hypertrophie du muscle pylorique et allongement du canal pylorique. Alors vous allez voir que dans vos livres, eh bien, vous avez ces critères qui vous sont donnés avec des valeurs chiffrées. Aucun pédiatre ne connaît ces valeurs, seuls les radiologues les connaissent pour pouvoir
porter le diagnostic avec des critères précis. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les connaître, mais avant de les apprendre, apprenez bien quels sont les 3 critères. Et si vous voulez être vraiment très fort, vous pouvez apprendre dans ce cas-là ces valeurs. Question numéro... Alors juste avant de passer à la question numéro 5, j'ai diagnostiqué une sténose du pylore. Quel est mon traitement? Eh bien mon traitement, c'est un traitement chirurgical. Cependant, ce n'est pas un traitement chirurgical en urgence. Non, parce que ma sténose du pylore, si je ne faisais rien pendant des mois et que j'hydratais et alimentais mon patient, eh bien elle guérirait tout seul. Donc il n'y a pas de complications à part la déshydratation et la dénutrition. Donc l'urgence, c'est d'abord de réhydrater mon patient, puis dans un deuxième temps de le renutrir, et une fois qu'il a été bien réhydraté, une fois qu'il a été bien renutri, alors je peux faire une intervention chirurgicale dans de bonnes conditions, et mon traitement, ça va être une pylorotomie. Je coupe un peu le pylore. Voilà ce qu'il y a à savoir sur la sténose du pylore. Alors question numéro 5, aucun examen clinique n'est en faveur de ce diagnostic, vous évoquez plutôt un reflux gastro-œsophagien. Quels autres diagnostics devez-vous écarter avant de conclure un RGO? En pratique, dans ce dossier, vous avez un enfant qui présente des vomissements chroniques et on vous dit, vous allez poser le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Comment allez-vous de vomissements chroniques à reflux gastro-œsophagien? Eh bien, il faut éliminer l'ensemble des étiologies pouvant donner des vomissements chroniques chez un nourrisson. Alors on l'a dit, il y a la sténose du pylore, puis il y a des causes digestives. Eh bien, ces causes digestives, ce sont les erreurs diététiques, la mauvaise reconstitution des biberons, ou encore l'allergie aux protéines de lait de vache que nous n'évoquions pas ici dans ce contexte. Il peut y avoir aussi des causes générales, principalement l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale. Et enfin, il existe des causes neurométaboliques, principalement le processus expansif intracrânien avec de l'hypertension intracrânienne. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une principale étiologie à évoquer devant des vomissements chroniques chez un enfant ou un adulte, c'est l'HTIC. Pour l'éliminer chez l'enfant, je dois mesurer le périmètre crânien et tracer une courbe de périmètre crânien. Et puis d'autres causes neurométaboliques comme les maladies métaboliques ou encore le diabète. À la fin de mon examen clinique, j'ai pu éliminer l'ensemble de ces diagnostics et je peux donc conclure à un reflux gastro-œsophagien. Pourquoi ne pas évoquer l'allergie aux protéines de lait de vache dans ce contexte? Alors, l'allergie aux protéines de lait de vache peut donner des vomissements chroniques, mais si on regarde bien dans l'énoncé, eh bien dans l'énoncé, les vomissements étaient apparus depuis une dizaine de jours, tandis que le passage d'un allaitement maternel, l'introduction en tout cas des premiers laits artificiels, datait depuis 4 jours. Donc les symptômes correspondant à une allergie aux protéines de lait de vache ne peuvent pas apparaître avant l'introduction des protéines de lait de vache. Donc ici, on ne pouvait pas l'évoquer devant ce contexte. Alors, question numéro 6. Donc, votre examen est strictement normal et ne vous oriente vers aucun diagnostic différentiel. Quels examens complémentaires prescrivez-vous et quel est votre traitement? Alors ici, on a diagnostiqué un reflux gastro-œsophagien chez un nourrisson. Alors, disons quelques mots sur le reflux gastro-œsophagien. D'abord, qu'est-ce que c'est que le reflux gastro-œsophagien? Le reflux gastro-œsophagien, c'est le fait qu'il y ait une partie du contenu de l'estomac qui remonte au niveau de l'œsophage, plus ou moins qui va être extériorisé. Pourquoi? Eh bien, on retrouve du reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson pour la simple et bonne raison qu'il existe une immaturité des systèmes anti-reflux. Quel est le principal symptôme du reflux gastro-œsophagien chez l'enfant? Ça va être les régurgitations. C'est quoi les régurgitations? Eh bien, c'est un rejet de bol alimentaire, mais qui, par contre, se fait sans effort de vomissement et qui peut être aggravé par les changements de position et qui est constitué de lait caillé. Sa principale conséquence va être de tacher le bavoir de l'enfant et c'est tout, aucune autre conséquence. En termes d'évolution, eh bien, d'abord, est-ce que le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez le nourrisson? La réponse est oui, plus de 50% des nourrissons ont un reflux gastro-œsophagien. Est-ce que le reflux gastro-œsophagien va guérir tout seul? Oui. Il va guérir tout seul. Il y a 2 éléments qui vont entraîner la diminution, voire l'arrêt des régurgitations. Premier élément, le fait que l'alimentation passe d'une alimentation exclusivement liquide à une alimentation solide, donc la diversification alimentaire, parce qu'évidemment le bol alimentaire a plus de mal à remonter s'il est solide que s'il est liquide, ça c'est le premier point. Et deuxième élément, lorsque l'enfant va commencer à tenir assis, parce que lorsqu'il est allongé toute la journée, eh bien l'alimentation peut plus facilement remonter que s'il est assis pour une histoire de gravité. Donc finalement, ces 2 éléments vont apparaître entre 5 et 6 mois et le reflux gastro-œsophagien va guérir tout seul entre 5 et 6 mois. En résumé, le reflux gastro-œsophagien, eh bien, c'est
quelque chose qui va entraîner comme principale conséquence des régurgitations, qui ont comme principale conséquence de tacher le bavoir de l'enfant, et c'est tout, qui vont guérir tout seul, quoi que l'on fasse, avant l'âge de 5-6 mois. Donc on peut dire que le reflux gastro-œsophagien n'est pas une maladie, mais que le reflux gastro-œsophagien est physiologique. Devant une symptomatologie physiologique, il est évident que je ne ferai aucun examen complémentaire afin de l'explorer. Et donc, aucun examen complémentaire devant un reflux gastro-œsophagien physiologique. En termes de traitement, il est évident que je ne donnerai aucun traitement médicamenteux puisque j'ai affaire à quelque chose de physiologique et que donc ma balance bénéfice-risque ne sera jamais en faveur du bénéfice d'un médicament par rapport à son risque puisque ce que je soigne est physiologique. Le traitement de mon reflux gastro-œsophagien n'est donc que non médicamenteux, constitué de règles hygiéno-diététiques. Ces règles hygiéno-diététiques, c'est 1. L'épaississement du lait. Pour épaissir le lait, plusieurs possibilités. Soit j'achète un lait épaissi, c'est-à-dire un lait AR, anti-régurgitation, soit je rajoute un épaississant dans le lait. En cas d'allaitement maternel, puisque c'est physiologique et que je ne peux pas épaissir le lait maternel, je ne fais pas cette mesure. Deuxième mesure, eh bien, on peut arrêter le tabagisme passif, ce qui a montré son efficacité sur le reflux gastro-œsophagien. Et puis ensuite, il y a plein d'autres mesures, mais que l'on ne fait généralement pas pour un reflux qui n'est pas grave. On peut faire un proclive dorsal, c'est-à-dire que le lit, au lieu d'être comme ça, eh bien, il est comme ça. Le seul problème, c'est que si le lit de votre enfant est comme ça et que votre enfant est là, il va glisser. Donc, il faut acheter des bretelles qui le tiennent et ça commence à devenir très compliqué. Donc, c'est une mesure qu'on vous dit, mais qui est généralement peu faite. On peut aussi fractionner les biberons, mais là encore, si un enfant a quelque chose de physiologique, ce n'est pas la peine d'aller l'embêter à lui donner des quantités plus faibles, plus fréquemment, pour quelque chose qui n'a aucune conséquence. En pratique, il faut se souvenir qu'on ne fait pas de traitement, on ne fait pas d'examen complémentaire, on fait des règles hygiéno-diététiques, principalement épaissir le lait. Malgré tout, il arrive parfois que le reflux qui est physiologique devienne compliqué, se complique de plusieurs choses. Premier type de complication, l'œsophagite. L'œsophagite, c'est l'inflammation de l'œsophage. Elle est secondaire au fait que les régurgitations qui remontent sont acides et donc vont venir irriter et inflammer mon œsophage. Quels vont être les signes cliniques qui vont m'orienter vers une œsophagite? Eh bien, une œsophagite, c'est une inflammation de l'œsophage, ça fait donc mal lorsque quelque chose passe dans l'œsophage. Premier signe en faveur d'une œsophagite, ça va être des douleurs lors du repas ou juste après le repas, puisque c'est au moment où passe le bol alimentaire qu'existe la douleur. Donc, premier signe, ce sont des pleurs lors de la prise alimentaire. Deuxième signe, une hématémèse. Et troisième signe, eh bien, si l'enfant a tellement mal qu'il ne peut pas boire, peut arriver qu'il s'alimente moins et nous avons un retard de croissance staturopondérale. Donc 3 signes à rechercher devant un reflux qui oriente vers une œsophagite: les pleurs lors de la tétée ou lors de la prise du biberon, une hématémèse et un retard de croissance staturopondérale. Si nous avons affaire à un de ces cas, dans ce cas-là, il faut confirmer notre diagnostic. Et la confirmation de notre diagnostic se fait par la réalisation d'une fibroscopie œso-gastro-duodénale. La fibroscopie œso-gastro-duodénale ne va pas dire s'il y a un reflux ou pas. La fibroscopie œso-gastro-duodénale va affirmer le diagnostic positif d'œsophagite. Si le diagnostic positif d'œsophagite est affirmé, dans ce cas-là, eh bien, je vais faire un traitement qui va être constitué à la fois de règles hygiéno-diététiques de mon reflux gastro-œsophagien, mais là, par contre, c'est une maladie, il faut mettre un traitement qui agit sur l'œsophagite, et donc il faut mettre un anti-sécrétoire de l'estomac. On peut mettre celui qu'on veut, mais un des plus simples à se souvenir, c'est un inhibiteur de la pompe à protons, et vous devez connaître la dose. Donc je vous en donne un, l'oméprazole Mopral, 1 mg kg jour, en une prise. Simple à retenir, donc un IPP, l'oméprazole, le Mopral, 1 mg kg jour, en une prise. Première complication. Deuxième complication possible, les malaises. Alors c'est un cadre un peu particulier, mais retenir que après un malaise secondaire à un reflux gastro-œsophagien, s'il n'y a pas de signe en faveur d'une œsophagite, on ne mettra pas d'IPP. Troisième type de complication, les manifestations atypiques. Alors les manifestations atypiques, ça peut être des infections ORL à répétition, des infections bronchiques à répétition, un asthme
résistant au traitement, etc., etc. En gros, là, le problème se pose dans le sens inverse. Autant dans le cas de l'œsophagite, on a un reflux, on recherche s'il existe des signes d'œsophagite. Autant là, eh bien, on a plutôt un patient avec un asthme qui résiste au traitement, ou un patient qui fait des otites à répétition, ou qui fait des bronchites à répétition. On donne un traitement qui est bien conduit, et malgré tout, eh bien, il y a une résistance au traitement et des récidives. Alors on se demande, existe-t-il un reflux sous-jacent qui peut eh bien, entraîner la répétition de ces épisodes? Dans ce cas-là, la question que l'on se pose, c'est existe-t-il un reflux gastro-œsophagien? Pour répondre à cette question, il faut réaliser une pH-métrie. La pH-métrie va me dire oui ou non, il existe un reflux chez ce patient. Si ma pH-métrie dit oui, il y a un reflux, eh bien dans ce cas-là, je vais traiter mon patient. Et si je le traite avec des règles hygiéno-diététiques et aussi un inhibiteur de la pompe à protons. Donc bien retenir que dans le reflux gastro-œsophagien, c'est physiologique. Je ne fais donc jamais d'examen complémentaire. Je traite par des règles hygiéno-diététiques principalement l'épaississement du biberon, mais je dois rechercher s'il n'existe pas des signes d'œsophagite, c'est-à-dire 3 signes, des pleurs lors de la prise alimentaire, une hématémèse ou un retard de croissance staturo-pondérale. Dans ce cas, je fais une fibro et je traite par un IPP. En cas de manifestation atypique, je me demande s'il existe un reflux ou pas. Je fais donc une pH-métrie et si ce reflux existe, je vais traiter avec un inhibiteur de la pompe à protons. Une fois qu'on sait ça, alors on sait tout sur le reflux et on peut répondre extrêmement facilement à la fin du dossier. 1. L'examen est strictement normal, donc nous concluons un reflux gastro-œsophagien non compliqué, mais bien physiologique. Mon traitement est un traitement ambulatoire symptomatique, constitué de règles hygiéno-diététiques. On épaissit le lait, on arrête le tabagisme passif, on rassure les parents sur la bénignité du reflux gastro-œsophagien et on surveille l'efficacité et la tolérance du traitement. Question numéro 7. La mère vous demande si son fils va guérir et si oui, quand? Eh bien, on l'a dit, oui, 2 facteurs font guérir le reflux gastro-œsophagien. 1. La diversification alimentaire et deuxièmement, l'acquisition de la station assise puis debout. Donc la guérison va apparaître entre l'âge de 6 mois et l'âge de 1 an. Question numéro 8. On vous dit que vous le revoyez quelques temps après et qu'il y a des pleurs lors de la prise des repas, avec en plus une régurgitation qui est avec un discret filet de sang. Quel est votre diagnostic? Eh bien là, nous avons un diagnostic, cette fois d'œsophagite, devant un patient qui présente un antécédent de reflux associé à une hématémèse et à des pleurs lors de la prise des biberons. Quel examen complémentaire prescrivez-vous donc pour justifier le diagnostic? On l'a dit, nous prescrivons un fibro-œsogastro-duodénal qui va permettre d'affirmer le diagnostic positif d'œsophagite et de rechercher un diagnostic différentiel d'hématémèse. Quelles sont les autres indications de la FOGD dans le cadre du RGO? Eh bien, comme on vient de le dire, aucune. On ne fait une fibro-œsogastroïde-duodénale qu'en cas de suspicion d'œsophagite, donc hématémèse, retard de croissance staturo-pondérale et ou pleurs lors de l'ATT. En cas de malaise, la fibroscopie ne servira à rien, puisque ce que je veux savoir, c'est à la rigueur s'il existe un reflux ou pas. Et en cas de manifestation atypique, la fibro ne sert à rien, puisque ce que je veux savoir, c'est s'il existe un reflux ou pas. Et la fibroscopie ne répond pas à cette question. Elle répond à la question, existe-t-il une œsophagite ou non? Question numéro 10, quel est votre traitement? Eh bien, on l'a dit, cette fois-ci, mon traitement, ce sont des règles hygiéno-diététiques, donc à remettre toutes celles dont nous avons parlé, mais aussi la mise en place d'un traitement médicamenteux avec des inhibiteurs de la pompe à protons, et donc de type oméprazole, 1 mg kg per os. Et on surveille l'efficacité et la tolérance du traitement. Donc bien retenir, le reflux est physiologique, et on fait des examens complémentaires qu'en cas de suspicion de l'une des complications. Et dans ce cas, si après examen complémentaire je justifie mon diagnostic, je mets un traitement médicamenteux. Le plus simple à retenir est l'oméprazole, le Moprate.